Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une proposition de politique publique, le cadre national de prévention des drames évitables en lieu de rassemblement. C'est un nom un peu long, mais l'idée derrière est assez simple. Il s'agit de repenser complètement notre manière d'aborder la sécurité collective, surtout lors des grands événements. C'est une proposition qui émane du projet La France Lucide 2027. Alors, au programme, on va d'abord voir pourquoi ce cadre a été imaginé, quelle est sa philosophie. Ensuite, on plongera dans les grands axes d'action. On regardera aussi comment tout ça pourrait se mettre en place concrètement. Et puis, bien sûr, quel est l'objectif final. Allez, on commence tout de suite par le contexte. Alors, premier point, quand la fête tourne au drame, c'est le point de départ en fait. Pour vraiment saisir l'enjeu de ce projet, il faut comprendre d'où il vient. Ce n'est pas du tout une idée sortie de nulle part, non. C'est une réponse directe à des événements tragiques bien réels. Cette phrase, elle est terrible, mais elle résume tout. Un lieu de fête est devenu, en quelques minutes, un lieu de mort. Voilà ce qui a tout déclenché. Ce cadre, il est né en réaction à des drames bien réels, comme l'incendie mortel qui a eu lieu à Crans, Montana. Et bien sûr, en abordant ce sujet, on a une pensée très respectueuse pour les victimes et leurs proches. Ce que le rapport met en lumière, c'est que ces tragédies, bien souvent, ce ne sont pas des fatalités, ou juste la faute à pas de chance. En fait, on se rend compte qu'elles suivent presque toujours les mêmes schémas. Une prévention un peu légère, des signaux d'alerte qu'on n'a pas vus ou pas voulu voir, une gestion de foule qui n'était pas à la hauteur. Et le point le plus important, c'est celui-ci. Ça veut dire qu'en grande partie, ces drames sont évitables. Et ça nous amène justement au cœur de la philosophie de ce projet. Deuxième partie, prévenir plutôt que subir. On change complètement de perspective. L'idée, c'est de passer d'une logique où on réagit après coup à une logique où on anticipe. On va voir comment ça se traduit. En fait, c'est vraiment un face-à-face entre deux approches. D'un côté, on a la méthode d'hier. On attend le drame et après on parle de fatalité, on cherche un coupable, on traite chaque événement comme un cas isolé. Et de l'autre, l'approche de demain, celle qui est proposée ici. Anticiper, comprendre comment les choses fonctionnent pour rendre la répétition de ces drames tout simplement impossible. Et surtout, apprendre collectivement de chaque incident. L'idée centrale, elle est là. Protéger le vivant, ce n'est pas juste une question de morale, c'est une véritable obligation collective. Et ça implique que l'État ait un rôle actif. Il doit organiser, prévenir, enseigner et corriger les choses. Pas juste attendre que le pire arrive pour intervenir. Bon, c'est une belle philosophie. Mais concrètement, comment on fait? C'est tout l'objet de la troisième partie, les piliers de la sécurité. Le projet s'articule autour de 5 grands axes d'action, 5 piliers sur lesquels tout repose. Alors, quels sont ces 5 piliers? On a d'abord la culture du risque et l'éducation. Ensuite, la sécurité des lieux de rassemblement eux-mêmes. Troisièmement, la formation et la responsabilité de tous les acteurs. Puis, l'utilisation de la technologie pour protéger. Et enfin, un point crucial, le retour d'expérience pour apprendre ensemble. On va les regarder un par un. Le premier pilier, c'est la culture du risque. L'idée, ce n'est pas de faire apprendre par cœur des règles que tout le monde oublie, non. C'est de créer de vrais réflexes qui peuvent sauver une vie. Apprendre les gestes simples mais essentiels, par exemple face à un début d'incendie ou à un mouvement de foule. Savoir quoi faire ou regarder comment réagir sous le coup du stress. Deuxième pilier, la sécurité des lieux. Là, le message est clair, la sécurité, ce n'est pas négociable. Ça veut dire que les jauges, par exemple, ne doivent plus être théoriques, mais basées sur la capacité réelle d'évacuation des gens. Et puis, c'est la tolérance zéro pour les déclencheurs de catastrophes, comme des décorations inflammables ou des issues de secours bloquées. Troisième point, la formation des acteurs. C'est essentiel. On parle ici de donner des repères clairs à tout le monde, les organisateurs, le personnel de sécurité et même les bénévoles. Le but, c'est que chacun sache comment agir calmement et efficacement en cas d'urgence. Et surtout que la chaîne de commandement soit limpide. Qui décide de quoi et quand? On en arrive au quatrième pilier, la technologie. Et là, forcément, une question vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que ça veut dire qu'on va tout surveiller, partout, tout le temps? La réponse du document est très claire. Non. La philosophie, c'est la technologie assiste, mais c'est l'humain qui décide. L'idée, c'est d'utiliser des outils comme des capteurs de chaleur ou des drones pour détecter un danger plus tôt, pour donner l'alerte plus vite, mais jamais de façon automatique. Au final, la décision revient toujours à une personne. Et enfin, le cinquième et dernier pilier, le retour d'expérience. C'est peut-être l'un des plus importants. Il s'agit de créer un système national pour analyser absolument tous les incidents, même les plus petits, même les presque accidents. Pourquoi? Pour apprendre collectivement et pour corriger les failles avant qu'elles ne provoquent un nouveau drame. Voilà pour les grands principes. Maintenant, la question qu'on se pose tous, est-ce que c'est juste une belle idée sur le papier ou est-ce que c'est un plan concret et réaliste?
C'est ce qu'on va voir maintenant, comment on passe de l'idée à la réalité. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. Le déploiement se veut très progressif. On commencerait par une phase pilote avec des villes ou des régions volontaires. Ensuite, on se concentrerait sur les lieux et les événements les plus à risque, c'est logique. Puis, on augmenterait petit à petit le volume des formations. Et tout au long du processus, une évaluation continue pour ajuster le tir si besoin. Et la question de l'argent dans tout ça, l'approche se veut là aussi très pragmatique. Pas question de dépenses folles. On privilégie la formation et la prévention qui coûtent moins cher que la réparation. On cherche à adapter des technologies qui existent déjà plutôt que de tout réinventer. On essaye de mutualiser les moyens entre les collectivités. Bref, le principe est simple. Chaque euro dépensé doit servir à réduire un risque réel. Et au fond, tout l'argument économique et moral tient dans cette phrase. Prévenir coûte toujours moins que réparer l'irréparable. Parce que, soyons clairs, le coût de la prévention, aussi important soit-il, ne sera jamais rien comparé au coût humain, judiciaire et social d'un drame. On arrive à la dernière partie. Tout ça, c'est pour aller où? Quel est le but ultime? La vision à long terme, c'est celle d'une société plus résiliente. Cette phrase-là, je la trouve très parlante. Une société adulte n'est pas celle qui promet le risque zéro, c'est celle qui prépare ses citoyens à faire face. Et ça résume parfaitement l'objectif. Le but n'est pas de vivre dans une bulle où le risque n'existe pas, c'est impossible. Le but, c'est d'être mieux préparé, collectivement, à affronter les dangers. L'objectif final, ce n'est donc pas d'éliminer tout risque, mais de réduire de façon drastique la part de ces drames qui sont parfaitement évitables. Comment? Grâce à la préparation, à l'apprentissage et à une meilleure anticipation collective. Il s'agit vraiment de transformer un empilement de règles en une véritable stratégie cohérente pour protéger des vies. Voilà, on a fait le tour de l'esprit de ce programme. Comme on l'a vu, c'est moins un catalogue de nouvelles règles qu'une proposition pour une nouvelle culture de la sécurité. Bien sûr, ceci n'est qu'un aperçu. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et creuser les détails, tous les documents complets sont disponibles en lien dans la description.